Bonjour et bienvenue au webinaire de SPO. Il s'agit de la 4e séance de notre série de 6 webinaires sur l'orientation des responsables de la PCI en soins de longue durée. Aujourd'hui, nous parlons de retraitement. Je m'appelle Boyce Marifov et je suis chef d'équipe de la PCI à SPO. J'anime la séance d'aujourd'hui. Avant de commencer, voici quelques points d'ordre administratif. Le clavardage a été désactivé pour limiter les distractions. Veuillez utiliser la fenêtre de questions si vous avez des questions pendant la séance. Il y aura une discussion et une période de questions après la présentation. Les diapositives et les enregistrements de la présentation seront disponibles dans 2 à 3 semaines. Vous pouvez consulter les enregistrements de la première et de la deuxième séance qui sont disponibles sur le site Web de SPO. Pendant la séance, si vous éprouvez des problèmes techniques, veuillez envoyer un courriel à capacitybuilding@oahpp.ca. Voici les conférencières d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter Sarah Eden. Sarah détient un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université Laurentienne et elle a suivi des cours supplémentaires en épidémiologie et en contrôle des infections. Elle a la désignation CIC et a été recertifiée par le CBIC. Elle a travaillé comme assistante de recherche et praticienne de la prévention des infections dans des hôpitaux universitaires de soins actifs. Sarah s'est jointe au premier réseau de contrôle des infections en 2008 et a travaillé comme coordonnatrice de réseau et directrice intérimaire du réseau régional de contrôle des infections. Elle est maintenant spécialiste régionale de la PCI à SPO. Vous connaissez peut-être aussi notre deuxième conférencière, Tanya Denish, des séances précédentes. Tanya pratique la prévention des infections depuis 2007. Elle détient un baccalauréat en sciences de l'Université de Waterloo et une maîtrise en microbiologie de l'Université de Guelph. Tanya était chef de l'équipe de PCI au service des urgences, à la salle d'opération et au retraitement des dispositifs médicaux. Elle a aussi dirigé divers programmes de PCI, notamment des programmes de soins complexes pour les mères et les enfants et de soins intensifs en milieu hospitalier. Sarah, à vous la parole. Bonjour. Merci Boyce et bienvenue à toutes et à tous. Voici les objectifs d'apprentissage de la séance d'aujourd'hui. À la fin de ce module, vous pourrez expliquer les principes clés du retraitement du matériel et des dispositifs médicaux, appliquer la classification de Spalding des dispositifs médicaux pour déterminer le niveau de retraitement nécessaire et décrire les mesures de contrôle de la qualité pour un retraitement sûr et efficace. Il s'agit d'une orientation. Ce n'est pas une formation complète ou un cours sur le retraitement. Mais c'est un excellent point de départ pour comprendre certains de ces principes et concepts clés liés au retraitement. Voici l'ordre du jour. Nous parlerons brièvement de la liste de vérification et de l'orientation en matière de PCI, ainsi que des ressources pour les nouveaux responsables de la PCI. La majeure partie de la séance portera sur le retraitement et sa raison d'être. Nous aurons le temps de répondre aux questions à la fin et de conclure. Dans les séances précédentes, nous avons présenté cette diapo sur la liste de vérification pour l'orientation des responsables de la PCI en milieu de soins de longue durée. Nous développons une nouvelle page Web qui contiendra cette liste de vérification ainsi que des ressources pour vous. Vous y trouverez aussi une série d'exposés comme celui d'aujourd'hui. Utilisez la liste de vérification comme feuille de route pour guider certaines de vos activités continues de perfectionnement professionnel en tant que responsable de la PCI.
Comme première étape, pour le retraitement du matériel et des dispositifs médicaux, vous devez connaître les activités et le matériel utilisé au foyer, ainsi que ce qui est traité et comment. Ceci exigera un effort continu, car l'équipement et les processus peuvent changer au fil du temps. Cela nous amène à discuter un peu des normes de retraitement. Le rôle du responsable de la PCI dans le retraitement variera selon votre établissement. Le principe du retraitement est le suivant. Les résidents s'attendent à ce que le matériel ou les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de leurs soins ne leur causent aucun préjudice. Il est facile de retraiter des dispositifs médicaux de manière inappropriée et d'y laisser des micro-organismes. Ceux-ci peuvent être à l'origine d'une infection. Afin de protéger les résidents, il faut suivre des normes rigoureuses pour tout retraitement de dispositifs médicaux. Tout le matériel doit être retraité selon les instructions du fabricant, les normes, les lignes directrices, ainsi que les politiques et procédures de l'organisation, peu importe le milieu de soins. Il y a les normes de l'Association canadienne de normalisation, les lignes directrices de l'Agence de la santé publique du Canada et de Santé Canada, ainsi que les lignes directrices sur les pratiques exemplaires du CCPMI en matière de retraitement. Il est important de noter que les instructions du fabricant sont le minimum. S'il y a des différences entre les instructions du fabricant et d'autres normes, le niveau de retraitement doit satisfaire aux pratiques exemplaires que l'on s'attendrait à retrouver dans les normes ou lignes directrices. Les objectifs du retraitement du matériel et des dispositifs médicaux s'appliquent à tout retraitement effectué dans votre établissement. Mais l'établissement est aussi responsable de tout le matériel médical utilisé pour y fournir des soins, comme du matériel dentaire, le matériel de soins des pieds de fournisseurs externes et le matériel personnel des médecins. Par conséquent, tout matériel ou dispositif utilisé doit répondre à ces objectifs. On veut prévenir la transmission de micro-organismes au personnel et aux clients, patients et résidents. On veut aussi minimiser les dommages causés au matériel et aux dispositifs par des matières étrangères comme le sang, les liquides organiques, les médicaments défectueux ou par une manipulation inappropriée. C'est important car le matériel ou les dispositifs médicaux sont souvent délicats. Ils peuvent être facilement endommagés, leur réparation ou leur remplacement peut coûter cher et ils doivent bien fonctionner pour ne pas entraîner de risques supplémentaires. Ce sont les principaux concepts et objectifs qu'il faut garder à l'esprit pour prévenir la transmission et s'assurer de leur bon fonctionnement. La formation du personnel est un autre principe clé. Elle est très importante, peu importe le milieu. Vous voyez ici le document du CCPMI ou Comité consultatif provincial sur les maladies infectieuses sur le retraitement. Il y a un lien au bas. Voici la citation au haut. Tous les membres du personnel participant au retraitement du matériel médical doivent être supervisés et être qualifiés par un programme d'études officiellement reconnu pour les techniques de stérilisation, ainsi que par leur formation et leur expérience dans les fonctions qu'ils remplissent. Il est important de déterminer quels employés effectueront le retraitement et de s'assurer qu'ils ont la formation appropriée pour le faire. Dans un milieu hospitalier, il y a des départements entiers qui sont formés et qui ont la responsabilité exclusive du retraitement des dispositifs médicaux. Mais cet énoncé demeure pertinent et important dans les milieux de soins non actifs parce que vous avez peut-être des employés qui ont d'autres responsabilités. Très souvent, il peut s'agir de personnel infirmier ou clinique. Ainsi, peu importe le contexte ou le nombre de dispositifs retraités, cet énoncé s'applique toujours. Le personnel qui s'occupe du retraitement a besoin d'éducation et de formation pour pouvoir mener cette activité conformément aux normes. Le document du CCPMI comporte une annexe qui fournit des détails supplémentaires et une liste de ressources pour la formation sur le retraitement. Les considérations relatives au retraitement.
Vous participez peut-être à l'achat de matériel ou vous êtes peut-être en train de faire une évaluation et de vous familiariser avec le matériel utilisé et ce qui pourrait être retraité dans votre installation. Vous avez peut-être du matériel à usage unique. Vous avez peut-être aussi d'autres dispositifs ou matériels médicaux réutilisables. L'image sur cette diapo est une étiquette. Le 2 barré d'une ligne sur l'étiquette indique qu'il s'agit d'un article à usage unique. C'est un article qui ne doit pas être retraité ou réutilisé. Il n'y a pas d'instruction de retraitement fournie par le fabricant et l'article doit être éliminé après l'utilisation. Vous pouvez avoir d'autres matériels pouvant être retraités. Dans ce cas, il y aura des renseignements supplémentaires sur la façon dont il doit être retraité. Quand on parle du matériel médical réutilisable qui est retraité, les fabricants doivent fournir beaucoup d'informations supplémentaires lorsqu'ils élaborent les instructions de retraitement. Il faut mener des études pour confirmer que l'article peut être désinfecté ou stérilisé de façon appropriée. Et ces études sont examinées et validées. Vous verrez que Santé Canada participe à ce processus. Parfois, un instrument à usage unique peut ressembler à quelque chose qui est retraité ou qui peut être retraité. Cependant, il faut vérifier l'étiquette et s'assurer que c'est bien le cas. Même si un produit à usage unique est très semblable à un produit réutilisable, il ne peut pas être retraité. C'est peut-être tentant, mais nous n'avons vraiment aucune assurance que cet article peut être retraité et réutilisé en toute sécurité. Vous participez peut-être à l'évaluation ou à l'achat du type de matériel à utiliser. Au départ, les articles à usage unique peuvent sembler plus coûteux. Outre les coûts, vous devez aussi tenir compte du temps du personnel, des exigences en matière de formation pour le matériel et d'autres facteurs pour mettre en place en toute sécurité un programme ou un système de retraitement qui respectera les normes. Vous devez prendre en compte ces éléments ainsi que les risques liés au retraitement. Il pourrait aussi y avoir des coûts supplémentaires selon le matériel. S'il s'agit d'un article qui doit être stérilisé, il peut y avoir des coûts liés à l'emballage, à l'étiquetage et à la surveillance supplémentaires. Donc des indicateurs et produits de suivi pour l'assurance qualité. Il faut y penser en termes de risque. Il y a aussi la possibilité d'erreurs humaines. S'il y a de l'incertitude concernant ce qui pourrait être nettoyé ou stérilisé, il y a des possibilités d'erreur. Alors, cela devrait faire partie de l'évaluation. J'ai mentionné les instructions du fabricant. Elles doivent être mises à la disposition du personnel chargé du retraitement. Ce pourrait être un cartable placé dans la zone où le retraitement est effectué. Il peut contenir toutes les instructions du fabricant ou vous pouvez avoir un autre système. Les instructions du fabricant sont considérées comme la norme minimale. Elles doivent être vérifiées périodiquement pour s'assurer qu'elles sont à jour. Parfois, le fabricant peut avoir fait des modifications. De plus, quelqu'un doit être chargé de les examiner et de s'assurer qu'il n'y a pas eu de changement de la part du fabricant ou bien d'indication ou de rappel de la part de Santé Canada. Vous voulez simplement effectuer un examen périodique, vérifier que ces deux instructions sont disponibles, qu'elles s'appliquent toujours, qu'il n'y a pas eu de changement et que vous n'avez pas d'instructions désuètes pour du matériel semblable ou d'instructions qui ne se rapportent pas au matériel que vous utilisez. Enfin, parlons des politiques et des procédures. Celles-ci doivent respecter les normes actuelles de l'Agence de la santé publique du Canada, de Santé Canada, de l'Association canadienne de normalisation et les pratiques exemplaires du CCPMI. Une personne ayant des compétences en prévention et contrôle des infections doit les examiner. Il peut s'agir du responsable de la PCI
travaillant seul ou avec votre bureau local de santé publique, ou ce peut être un partenariat avec d'autres personnes expertes en PCI à l'extérieur de votre organisation. Il faut les examiner chaque année. En cas de changement de matériel ou de processus, il faudrait les examiner plus souvent. Les politiques et les procédures doivent être disponibles dans les zones où le retraitement se fait. Pensez à mettre, dans cette zone, des renseignements sur les changements apportés aux produits, les rappels ou tout autre avis de Santé Canada, ainsi que sur la mise en service de cet équipement. Assurez-vous de ne pas avoir de politique et procédures désuètes pour l'équipement qui n'est plus utilisé. Je cède maintenant la parole à Tania. Elle va parler de la façon de déterminer le niveau de retraitement. Merci, Sarah. Oui, allons-y. On utilisera la classification de Spalding pour déterminer le niveau de retraitement. Vous y reviendrez sans cesse. Il divise les dispositifs en 3 catégories selon le type de contact entre le dispositif et la personne et le risque d'infection. Vous pouvez voir dans le tableau qu'il y a 3 classifications. Il y a le matériel et les dispositifs invasifs, semi-invasifs et non invasifs. Le dispositif invasif pénètre dans les tissus stériles, y compris les systèmes vasculaires. L'exigence pour ces types de dispositifs ou de matériel serait le nettoyage suivi d'une stérilisation. Il peut s'agir, par exemple, d'instruments chirurgicaux, d'implants, d'instruments de biopsie, de matériel de soins des pieds, des yeux et des dents. Le matériel et les dispositifs semi-invasifs entrent en contact avec de la peau non intacte ou des muqueuses sans les pénétrer. Le retraitement de ce matériel et de ces dispositifs exige un nettoyage suivi d'une désinfection complète au minimum, mais la stérilisation est préférable. Le matériel respiratoire ou le matériel d'anesthésie sont des exemples de ce type de matériel. Le matériel et les dispositifs non invasifs touchent la peau intacte et les membranes non muqueuses. Ils touchent la peau intacte et ne touchent pas les muqueuses et n'entrent pas en contact direct avec le client ou le résident. Ils nécessitent un nettoyage suivi d'une désinfection partielle et, dans certains cas, le nettoyage seul est acceptable. Des exemples sont les électrocardiographes, les oxymètres, les bassins, les urinoirs et les chaises d'aisance. Nous allons revenir aux dispositifs non invasifs. Examinons toutes ces classifications un peu plus en détail. Les dispositifs médico-invasifs sont ceux qui pénètrent dans les parties stériles du corps. Cela inclut les dispositifs qui pénètrent dans le système vasculaire. N'oubliez pas que les vaisseaux sanguins sont des espaces stériles avec d'autres espaces stériles dans le corps et que ces articles doivent être nettoyés puis stérilisés. Si l'article contient plusieurs pièces, elles devront être démontées pour être nettoyées et stérilisées séparément. Seul l'utilisateur final remettra le dispositif en place. Il faut vraiment les démonter pour les nettoyer soigneusement avant de les stériliser. Par exemple, le matériel destiné aux soins des pieds que l'on voit sur la diapositive, les instruments chirurgicaux et le matériel de soins des yeux. Dans cet exemple, nous utilisons le matériel destiné aux soins des pieds. La norme Z314-18 de la CSA ou l'Association canadienne de normalisation le mentionne. C'est aussi mentionné dans le document du CCPMI, pratique exemplaire pour le nettoyage, la désinfection et la stérilisation du matériel médical dont Sarah a parlé. Le matériel destiné aux soins des pieds est classé comme étant invasif, car il risque de pincer la peau et de la percer pendant le soin des pieds. Le dispositif sera stérilisé après avoir été nettoyé. Beaucoup d'établissements font appel à une entreprise externe pour stériliser le matériel. Il y a quelques points à prendre en compte. Assurez-vous que le retraiteur tiers suit toutes les pratiques exemplaires et les normes mentionnées dans la diapositive précédente et que votre matériel est manipulé et retraité correctement. Vous voudrez demander à l'entreprise de retraitement quelle est la formation du personnel chargé du retraitement. Est-il certifié par la CSA ou l'Association ontarienne de retraitement des dispositifs médicaux, l'AORDM ou MDRAO en anglais?
Quelles sont ses mesures de contrôle de la qualité? Fait-il des vérifications de son personnel? Y a-t-il eu des incidents nécessitant un suivi? Quel est le processus de suivi? Vérifiez aussi les attentes de votre côté. Par exemple, où gardez-vous votre matériel souillé ou sale en attendant qu'il soit ramassé? Il y a probablement des recommandations de pré-nettoyage pour vos dispositifs qui attendent de se faire ramasser. Vous devez probablement vous assurer d'enlever la grosse saleté avant de le retraiter. Si cette grosse saleté n'est pas éliminée, elle peut entraîner de la corrosion et rendre vos instruments inutilisables. Il est donc très important de vous assurer de suivre les recommandations relatives à l'élimination de la grosse saleté et au pré-nettoyage. Passons maintenant aux dispositifs médicaux semi-invasifs. Les dispositifs médicaux semi-invasifs sont ceux qui entrent en contact avec de la peau non intacte ou des muqueuses, mais sans les pénétrer. Ces articles doivent être nettoyés, puis désinfectés complètement ou stérilisés. Comme on l'a mentionné plus tôt, la stérilisation est la méthode privilégiée. Mais souvent, dans les établissements de soins de longue durée, il n'y a pas de stérilisateur. Par conséquent, vous traitez parfois des appareils médicaux semi-invasifs à l'aide d'un désinfectant de haut niveau. Prenons l'exemple d'un coupe-ongle. Il s'agit d'un dispositif semi-invasif couramment utilisé dans les foyers de soins de longue durée. Une fois que le coupe-ongle est nettoyé et désinfecté, il doit être entreposé dans un endroit où il ne sera pas contaminé avant d'être réutilisé. Il faut le garder dans un endroit propre et sec. Il est très important de s'assurer que le coupe-ongle n'est pas contaminé par des articles souillés puisqu'il n'est pas stérilisé, mais plutôt désinfecté complètement. Mais vous pourriez le stériliser si vous en avez la capacité. Parlons du processus. La désinfection complète est plus répandue dans les établissements de soins de longue durée. Nous allons donc nous concentrer un peu plus sur ce point. La désinfection complète élimine les bactéries végétatives, les virus enveloppés et non enveloppés, les champignons et les mycobactéries. On peut faire une désinfection complète de deux façons, par une méthode chimique ou par pasteurisation. Aux fins de notre exposé, concentrons-nous sur les méthodes chimiques. Cette méthode convient davantage aux instruments, tandis que la pasteurisation est le choix approprié pour le matériel respiratoire et d'anesthésie. Pour les deux méthodes, il faut surveiller l'efficacité du processus, le documenter soigneusement et le vérifier périodiquement. Toutes ces choses sont nécessaires pour s'assurer que les deux méthodes fonctionnent correctement. En ce qui concerne les méthodes chimiques, les concentrations doivent être vérifiées à l'aide de bandelettes réactives. Passons maintenant aux dispositifs médicaux semi-invasifs et aux produits chimiques liquides utilisés pour la désinfection complète. Il faut prendre en compte plusieurs facteurs importants lors de l'utilisation d'un produit chimique liquide pour une désinfection complète. L'information sur la façon d'utiliser correctement les produits chimiques liquides se trouve dans les instructions du fabricant. Le produit chimique doit porter un DIN, ce qui signifie que son utilisation a été validée par Santé Canada. Pour en savoir plus sur ce numéro d'identification du médicament, consultez le site Web de Santé Canada. Nous n'en parlons pas dans notre exposé. Avant d'utiliser le produit chimique, assurez-vous qu'il est compatible avec vos produits et agents nettoyants, car le nettoyage précède toujours la désinfection. Consultez aussi les instructions du fabricant pour le dispositif médical à désinfecter complètement. Assurez-vous qu'il peut tolérer la désinfection chimique et qu'il ne sera pas endommagé. Lorsque vous êtes prêt à utiliser le produit, diluez-le adéquatement si une dilution est nécessaire, conformément aux instructions du fabricant. Rappelez-vous aussi que les instruments doivent rester en contact avec le dispositif médical pendant la durée nécessaire. Il faut ensuite rincer le dispositif une fois la désinfection terminée. Vous trouverez des précisions sur la durée de l'opération dans les instructions du fabricant. Si le procédé est effectué à la main, assurez-vous que le récipient utilisé pour la désinfection est couvert pendant l'utilisation, puis lavé, rincé et séché lorsque la solution est changée. Il peut être dangereux de travailler avec ces produits chimiques. Le personnel doit savoir comment se protéger et porter l'EPI approprié pour se protéger. Les bandelettes chimiques. Les bandelettes réactives chimiques servent à confirmer la présence d'une concentration adéquate des ingrédients actifs dans votre désinfectant. Assurez-vous que votre désinfectant complet fonctionne comme prévu. C'est une étape clé du retraitement du matériel semi-invasif. Vous devez le tester chaque jour. Et assurez-vous qu'il est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
Chaque fois que vous ouvrez une nouvelle boîte ou bouteille, testez les bandelettes réactives au moyen des contrôles positifs et négatifs conformément aux directives du fabricant. L'emballage devrait indiquer la meilleure façon de procéder. Surveillez la date d'expiration des produits chimiques de vos solutions désinfectantes et de nettoyage. Jetez les solutions dès qu'elles sont périmées. Même si vos bandelettes réactives indiquent une concentration efficace, vous devez vous concentrer sur cette date d'expiration et les jeter en conséquence. Passons aux dispositifs médicaux non invasifs et à la désinfection partielle. Le dispositif non invasif ne touche que la peau intacte et n'entre pas en contact direct avec la personne. Même si ces articles sont moins susceptibles de causer une infection, ils peuvent tout de même transmettre des micro-organismes. La majeure partie du matériel dans vos foyers entre probablement dans cette catégorie. Donc, même si les exigences de nettoyage sont moindres, il faut quand même faire une désinfection partielle. Comme vous avez beaucoup de ce matériel, vous devez vraiment y porter une attention particulière. Il faut respecter ces exigences après chaque utilisation. Sinon, cela peut entraîner des éclosions. Il faut nettoyer ces articles, puis faire une désinfection partielle. Certains produits combinent 2 étapes en une. Ce peut être un désinfectant nettoyant tout en un, alors que pour d'autres, c'est un produit nettoyant suivi d'un produit désinfectant. Vous devez donc connaître le processus utilisé au foyer. Les stéthoscopes, les bassins, les chaises d'aisance, les fauteuils roulants, les élévateurs, les scanners à vessie et le matériel environnemental, comme les tables de chevet, sont des exemples de matériel médical non invasif. C'est beaucoup d'informations en même temps. Mais je trouve que le tableau de classification de Spalding fournit vraiment le cadre pour évaluer la classification de votre dispositif. Il indique aussi ce qu'il faut faire pour bien le nettoyer et le désinfecter, ou le stériliser, ou le désinfecter complètement ou partiellement. Sarah, à vous maintenant. Oui. Passons maintenant au contrôle de la qualité du retraitement. Au début de cet exposé, j'ai mentionné l'importance de suivre les lignes directrices, les normes et les instructions du fabricant. Il faut aussi faire preuve de rigueur pour s'assurer que le retraitement des dispositifs médicaux soit sécuritaire et ne présente aucun risque d'infection ou de blessure due à des dommages pouvant avoir été causés pendant le retraitement. Pour vous assurer que les systèmes et les activités de retraitement sont effectués en toute sécurité, vous devez réfléchir à votre programme de contrôle de la qualité pour le retraitement. Chaque foyer de soins de longue durée doit mettre en œuvre un système pour fournir des soins de qualité aux résidents à l'aide de matériel et de dispositifs médicaux propres et désinfectés ou stériles. Certaines de ces normes sont comme une lumière qui vous guide pour vous permettre d'offrir des soins sécuritaires. Et l'assurance de la qualité fait partie intégrante du système global de retraitement qui est mis en place pour assurer la sécurité. Les contrôles administratifs sont une composante importante de l'assurance de la qualité. Les politiques et les procédures en font partie. Dans l'ensemble, les contrôles administratifs donnent le ton quant à l'importance du retraitement sécuritaire dans votre installation et fournissent un guide à votre personnel. Les politiques et procédures doivent comporter des procédures opérationnelles normalisées qui précisent comment le personnel doit effectuer le travail de retraitement et elles doivent refléter les pratiques exemplaires en matière de PCI. D'autres contrôles administratifs importants comprennent l'accès aux lignes directrices et aux normes actuelles, l'accès aux instructions du fabricant et leur examen, ainsi qu'un engagement à fournir au personnel responsable du retraitement une formation officielle. De plus, le personnel qui utilise les dispositifs médicaux doit savoir comment les utiliser en toute sécurité. Le dernier contrôle administratif est la façon dont vous configurez votre espace de retraitement pour assurer le meilleur flux possible et réduire le risque de contamination croisée.
Toutes ces activités entrent dans la catégorie des contrôles administratifs. La surveillance des indicateurs. On surveille la stérilisation à l'aide d'indicateurs physiques, chimiques et biologiques. Cela dépasse la portée de notre exposé aujourd'hui, étant donné qu'il s'agit d'une orientation. Mais il y aura des liens dans les ressources supplémentaires pour vous donner plus d'informations, parce qu'il s'agit seulement d'une orientation. Si vous faites de la stérilisation dans votre établissement, vous devrez approfondir votre éducation, votre formation et vos connaissances. On surveille la désinfection complète en contrôlant la concentration et la durée de contact à l'aide de bandelettes réactives chimiques pour déterminer la concentration adéquate des ingrédients actifs. Vos mesures d'assurance de la qualité doivent être axées sur l'amélioration continue. L'amélioration continue fait partie d'un cycle qui comprend des vérifications régulières. Elle repose en grande partie sur la vérification ainsi que l'examen des politiques et procédures. Tenez-vous au courant de tout changement apporté aux lignes directrices et aux normes ou de tout changement dans votre établissement pour vous assurer d'effectuer une surveillance appropriée. Voici des questions clés de la vérification ou de la surveillance. Le retraitement des dispositifs médicaux se fait-il dans une zone où les normes sont respectées? Quels sont les dispositifs retraités? Que se passe-t-il? Vous voulez le savoir. Dans quelle zone faisons-nous le retraitement? Est-elle aménagée pour répondre aux normes? Et si vous avez une installation de dispositifs à usage unique, comme beaucoup d'organisations, vous devez vérifier qu'ils ne sont pas réutilisés et qu'ils sont éliminés après un usage. Suivez-vous les instructions du fabricant pour le retraitement? Comment vous assurez-vous que le retraitement est effectué correctement? Ce sont des questions à prendre en considération. Le personnel suit-il les procédures et les techniques appropriées pour le retraitement? Des systèmes d'assurance de la qualité sont-ils en place? Quelle est la documentation requise? Est-elle terminée? Comment les dispositifs médicaux sont-ils entreposés après leur retraitement? Vous voulez les entreposer de façon à prévenir toute contamination afin de voir clairement ce qui a été retraité et ce qui ne l'a pas été et de pouvoir les réutiliser sans danger au point d'intervention. La tenue de dossier est aussi un élément important des mesures de contrôle de la qualité. Il faut documenter toutes les mesures d'assurance de la qualité dont nous avons parlé. La documentation peut être effectuée de différentes façons dans votre établissement. Par exemple, ce pourrait être un journal de bord. Vous pourriez inclure la surveillance des indicateurs ou avoir un dossier permanent qui comprend des données. Par exemple, la liste du matériel ou des dispositifs désinfectés, la date et l'heure de la procédure clinique pour laquelle il a été utilisé, la concentration et la durée de contact du désinfectant utilisé. Dans votre documentation, vous voulez aussi tenir compte des résultats de chaque inspection. À mesure que le matériel est inspecté pour s'assurer qu'il fonctionne correctement avant d'être retiré du système de retraitement, avant d'être nettoyé et désinfecté ou nettoyé et stérilisé. Vous voulez documenter que le matériel a été inspecté et qu'il continue de fonctionner et qu'il pourrait être réutilisé en toute sécurité. Vous voulez aussi documenter les résultats des tests effectués sur le désinfectant. Nous avons parlé de tests. Vous devez les documenter, ainsi que le nom de la personne qui a effectué les activités de retraitement. Ce sont des éléments clés de votre documentation. Cette diapositive de référence est très importante. Vous trouverez aussi des références importantes dans la liste de vérification pour l'orientation des responsables de la PCI en soins de longue durée. Comme mentionné au début de chacune de ces séances,
Ces ressources servent à vous guider dans votre apprentissage et votre perfectionnement continu. Elles examinent en détail le retraitement du matériel et des dispositifs médicaux. Consultez ces ressources supplémentaires pour vous aider à mieux comprendre et vous guider tout au long de ce processus. Le site Web de Santé publique Ontario comporte une page d'accueil sur le retraitement. Il y a des modules d'apprentissage en ligne sur le retraitement dans les établissements de soins de santé communautaire. Nous avons mentionné quelques-unes des pratiques exemplaires du CCPMI pour le nettoyage, la désinfection et la stérilisation du matériel et des dispositifs médicaux dans tous les établissements de soins de santé. Sur notre site Web, nous avons aussi un tableau décisionnel sur le retraitement qui pourrait vous être utile. Enfin, il y a le lien vers les normes CSA que Tania et moi-même avons mentionnées. Vous devez vous assurer d'avoir accès à des normes appropriées. Et maintenant, nous avons le temps de passer aux questions et à la discussion. Oui. Merci beaucoup, Tanya et Sarah. Passons maintenant à la période de questions pour répondre à certaines des questions. Une seule question. Veuillez continuer à entrer vos questions dans la fenêtre de questions et nous essaierons d'y répondre. Je vais donc passer à la première question. Et bien que nous l'ayons abordé, ce domaine, René demande, pouvez-vous expliquer pourquoi les soins des pieds sont considérés dans la catégorie où ils sont? Il se peut qu'on ait besoin de certains renseignements de base. Sarah, pouvez-vous répondre à cette question? Bien sûr, je peux répondre à cette question. Je pense que cette question a déjà été posée. Tania, vous avez donné une description plus détaillée, alors on y a peut-être déjà répondu. Mais c'est une excellente question. Les établissements de soins de longue durée nous posent souvent des questions sur les soins des pieds. Le tableau de classification de Spalding, ainsi que la description, mentionne la pénétration dans le système vasculaire. Et dans le cas des soins des pieds, il y a un risque assez important de perçage ou de coupure qui ne doit pas se produire pendant la prestation des services de soins des pieds. Ce risque est plus élevé lorsqu'un dispositif n'aurait pas dû pénétrer dans le système et il est plus probable que ça se passe avec le soin des pieds. C'est l'une des raisons pour lesquelles le matériel de soins des pieds est différent du matériel de soins des ongles. Le matériel de soins des pieds doit être stérilisé en raison du risque lié à la prestation de soins cliniques. Le matériel de soins des ongles ne présente pas le même risque s'il s'agit simplement de couper les ongles. Le document du CCPMI comporte en annexe un tableau du matériel le plus couramment utilisé. En cas de doute, consultez le tableau. Il fournit une justification pour les soins des pieds en particulier. En ce qui concerne le retraitement du matériel de soins des ongles, on distingue les coupe-ongles qui sont utilisés pour plusieurs résidents des coupe-ongles qui sont réservés à l'usage d'un seul résident. Alors, pour plus de détails, consultez ce document. Je suis heureuse que vous ayez posé cette question parce que c'est une question courante. Merci. Merci, Sarah. Voici la prochaine question. Est-il possible de stériliser l'équipement dans un foyer de soins de longue durée? Tanya, allez-y. C'est possible si vous avez une zone ou une installation de retraitement des dispositifs médicaux. Vous pouvez le faire si vous avez un autoclave ou un stérilisateur. Certains endroits ont certainement la capacité. Mais la majorité des foyers de soins de longue durée ne disposent pas de cet espace.
Dans les foyers de soins de longue durée, on voit que la désinfection complète est la méthode la plus utilisée. Souvent, si la stérilisation est nécessaire, il faut s'adresser à un retraiteur tiers qui viendra le chercher et le ramènera une fois stérile. Vous devez peut-être le nettoyer à votre site, mais l'entreprise viendra le prendre, le stérilisera et le ramènera dans votre établissement. Ce n'est donc pas impossible, mais il est probable que vous devrez faire appel à un retraiteur tiers pour répondre à vos besoins de stérilisation. Merci. J'ai quelque chose à ajouter. Je pense que c'est très bien. Ça se rapporte à l'une des diapos précédentes qui présentait une citation du CCPMI. Je tiens à souligner qu'il y a des attentes à l'égard de tout retraitement pour s'assurer que le matériel est tout aussi sécuritaire pour le résident suivant. Il n'y a donc pas de risque supplémentaire d'infection parce qu'un article n'a pas été nettoyé, désinfecté ou stérilisé correctement. De plus, il fonctionne bien. Ces principes sont tout à fait applicables, peu importe où les activités de retraitement ont lieu. Et la stérilisation est un type de retraitement plus complexe. Il peut y avoir des considérations opérationnelles où ce n'est pas faisable ni facile pour de nombreuses installations de le faire à l'interne en raison de leur conception, de l'éducation du personnel, de l'espace physique, ou ce n'est peut-être pas pratique pour les spécificités du matériel utilisé. Les normes ne changent pas, peu importe où les soins sont fournis. Ce serait le cas pour les soins à domicile dans la communauté où le matériel doit être stérile. C'est vrai pour les établissements de soins de longue durée et les hôpitaux. Mais il y a des considérations pratiques sur la façon dont différents types d'organisations peuvent satisfaire à ces exigences. Et très souvent, la stérilisation ne se fera pas dans les établissements de soins de longue durée pour certaines de ces raisons pratiques. Ça se rapporte à la diapositive qui parle du matériel et qui demande si vous allez utiliser du matériel jetable à usage unique, s'il est disponible pour les activités que vous menez, ou si vous ferez le retraitement du matériel qui doit être stérilisé. Si vous n'avez pas encore mis en place un système et des processus, ça demande plus de travail. Avant de prendre ces décisions ou de contribuer à ces discussions, alors que vous commencez à vous renseigner sur le rôle des responsables de la PCI, pensez à communiquer avec certaines des ressources supplémentaires ou à demander l'aide de vos partenaires, des bureaux de santé, des réseaux de PCI et de consulter les ressources de SPO ou autres. Oui, merci pour les réponses et les ajouts. Et j'insiste sur la nécessité de former du personnel responsable du retraitement. Oui, merci. Voici la prochaine question. Dans les établissements de SLD, nous utilisons des iPads pour la documentation au point de service et nous avons du mal à les désinfecter car les lingettes Oxivir les endommagent. Sarah ou Tanya? Oui, il est important de s'assurer que vos produits de nettoyage sont compatibles avec les appareils électroniques. Il y a certainement des produits de nettoyage qui sont un peu plus doux pour vos appareils électroniques. Vous pouvez communiquer avec les fabricants pour vérifier ce qui est compatible et prolonger leur utilisation sans corroder les écrans. Assurez-vous aussi que ces lingettes ne sont pas trop saturées. Parfois, lorsque vous arrivez au fond du contenant de lingettes, elles sont trop humides, alors assurez-vous de ne pas les utiliser sur vos appareils. Vous pouvez aussi protéger vos appareils électroniques à l'aide de couvercles robustes conçus pour les établissements de soins de santé afin de pouvoir les essuyer sans appliquer le produit directement sur l'écran. C'est donc une autre considération. Utilisez un couvercle ou un étui de protection pour vos iPads, vos iPhones et ce que vous utilisez sur vos étages pour faire vos vérifications et votre travail. Voilà donc quelques considérations. Il y en a probablement d'autres. Sarah, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui. J'allais simplement dire que lorsqu'il s'agit d'équipements ou d'appareils électroniques, il peut y avoir diverses utilisations. Les soins deviennent de plus en plus électroniques. Dans la documentation, ça peut ne pas être du matériel ou des dispositifs médicaux qui sont utilisés pour les soins de vos résidents. Et d'autres équipements électroniques peuvent être utilisés directement dans les soins.
La semaine dernière, lors de la séance sur le nettoyage de l'environnement, nous avons parlé du rôle de l'environnement dans la transmission. Il y a aussi un peu d'informations qui renvoient au document du CCPMI sur le nettoyage de l'environnement et qui présente certaines considérations sur le nettoyage et la désinfection de certains appareils électroniques qui sont souvent plus difficiles à nettoyer et à désinfecter. Vous avez peut-être de l'équipement électronique directement lié aux soins et vous avez peut-être d'autres équipements dans votre environnement. Avant d'introduire de l'équipement qui sera utilisé dans l'environnement clinique, vous devez avoir des mécanismes pour le nettoyer et le désinfecter. Ce sera probablement une désinfection partielle. Ensuite, il s'agira de déterminer s'il est possible de le couvrir et de le protéger et s'il est compatible avec les dispositifs. De plus, les utilisateurs doivent savoir comment procéder pour éviter d'endommager les dispositifs. Et s'il faut porter de l'équipement de protection individuel comme des gants pour manipuler vos produits désinfectés. Il peut s'agir de matériel clinique électronique qui participe directement aux soins. Il peut aussi s'agir de divers équipements, comme des ordinateurs sur roues, des iPads pour la vérification, qui entrent dans l'environnement clinique. Vous trouverez plus de détails pour cet équipement dans le document provincial du CCPMI pour le nettoyage de l'environnement. Oui, merci beaucoup de votre réponse détaillée. J'ai 3 questions que je peux combiner en une seule. Pouvez-vous nous en dire plus sur les coupe-ongles? Et comment organiser le retraitement? Et les autres coupe-ongles et autres articles du niveau de classification liés aux soins des pieds. Et les ressources que nous avons mentionnées plus tôt? Elles seront disponibles dans la présentation que nous allons partager et mettre sur notre site Web. Les liens seront là et dans l'enregistrement, nous mettrons cela en évidence aussi. Alors, si on peut combiner tout cela, il s'agit encore une fois de coupe-ongles. Veuillez en parler. Tanya, pouvez-vous combiner les questions? Bien sûr. Sarah a donné une réponse assez complète et j'ai juste un petit ajout. Selon le CCPMI, et comme Sarah l'a mentionné, en raison du risque de pincer ou de percer la peau, le matériel de soins des pieds doit être stérilisé. Vous devrez prendre des dispositions pour le nettoyer sur place afin d'éliminer la grosse saleté, le sang ou les liquides organiques, puis l'entreposer au foyer en attente du ramassage. Comme mentionné, vous devrez probablement faire appel à un retraiteur tiers. Il ramasse ces dispositifs, les nettoie et les stérilise, puis vous les ramène dans un emballage approprié. En ce qui concerne les coupe-ongles, vous pourrez probablement les retraiter dans votre établissement au moyen d'une désinfection complète conformément au CCPMI et à la classification de Spalding. De plus, certaines installations les affectent aux résidents. Il faut quand même les nettoyer et les désinfecter, mais cela élimine le risque supplémentaire lorsque ces dispositifs sont partagés avec plus d'un résident. Beaucoup d'établissements ont choisi cette façon de faire. Affecter les coupe-ongles aux résidents individuels pour éliminer tout risque de contamination croisée avec d'autres résidents. Sarah, avez-vous quelque chose à ajouter? Sarah, autre chose? Votre réponse était détaillée, alors j'ai essayé de récapituler et d'approfondir, mais vous avez peut-être un ajout. La seule autre chose... Oh, désolé, Boyce. J'ajouterais seulement que vous voulez vous assurer que tout le matériel et les dispositifs utilisés sont sécuritaires pour les personnes qui les utilisent et pour les soins des résidents. Cela comprend tous les fournisseurs contractuels ou externes. De nombreuses organisations ont des professionnels des soins des pieds qui viennent au foyer et apportent leur équipement. Il ne s'agit peut-être pas du personnel du foyer, mais l'établissement est responsable de s'assurer que les normes sont respectées et que le matériel approprié et sécuritaire est utilisé. Ce serait une considération supplémentaire si vous avez des fournisseurs externes. Comment votre établissement s'assurera-t-il que certaines de ces normes sont respectées? Les gens pourraient vouloir inclure dans leur politique et procédures des règles sur l'assurance de la qualité pour les fournisseurs externes aussi. Merci.
Voici la dernière question. Y a-t-il des appareils qui nettoient les appareils électroniques mentionnés par les rayons UV? Avez-vous des commentaires à ce sujet? Oui, la désinfection par UV est une excellente méthode, mais n'oubliez pas qu'elle s'ajoute au nettoyage et à la désinfection. C'est une étape supplémentaire. La technologie UV est merveilleuse et a été utilisée dans de nombreuses installations où je me suis retrouvée. Mais cela n'enlève pas la nécessité de nettoyer. S'il y a de la grosse saleté et de la contamination, les rayons UV ne pourront pas fonctionner efficacement. Il faut donc le nettoyer et le désinfecter. C'est une couche supplémentaire qui peut aider à réduire la contamination, en particulier pour vos articles fréquemment touchés, vos appareils électroniques et d'autres petits articles fréquemment touchés. Les UV fournissent cette couche supplémentaire. Quelqu'un d'autre aurait-il quelque chose à ajouter? Je sais que je l'ai mentionné plusieurs fois aujourd'hui, mais c'est l'un des messages clés de la réflexion sur la façon de procéder au retraitement en toute sécurité. L'une des considérations, c'est que nous avons des normes et des lignes directrices, mais il y a aussi les instructions d'utilisation du fabricant. Et lorsqu'il s'agit de technologies plus récentes, d'équipements électroniques, il faut s'assurer de leur compatibilité. Si l'appareil doit utiliser un accessoire ou une technologie plus récente pour la désinfection, vous voulez vous assurer qu'il est compatible, comme vous le feriez pour un produit liquide. Vous examinez les instructions du fabricant concernant l'utilisation de la pièce de matériel à désinfecter, ainsi que la technologie UV utilisée pour la désinfection. Il faut faire un peu de recherche. Merci. Nous terminons le webinaire d'aujourd'hui. Je veux remercier Tanya et Sarah d'avoir présenté leur exposé et d'avoir répondu aux questions. Vous devriez recevoir le bref sondage anonyme pour la séance d'aujourd'hui. Veuillez le remplir pour nous aider à améliorer nos futurs programmes. Vous avez maintenant des questions de sondage devant vous. Enfin, les présentations antérieures, comme mentionné, sont déjà sur notre site Web. Vous pouvez les consulter dans la section Événements du site Web. Veuillez consulter le site Web de SPO pour d'autres activités éducatives et présentations. Merci beaucoup, bon vendredi et bonne fin de semaine.